bien voilà, je me présente, Issam Benbelat, responsable de projet au CRESAM, Centre de référence en santé mentale. Aujourd'hui, on vous propose un webinaire sur la thématique de l'interprétariat et de l'accompagnement thérapeutique. Pour animer cette matinée, on va travailler avec ma collègue Claire Bivort, qui travaille essentiellement aux côtés de la concertation qui s'est développée au sein du CRESAM, concertation Wallonne, Exil et Santé mentale, qui réunit 6 équipes, des initiatives spécifiques et psychosociales qui travaillent justement sur ces questions liées à l'accompagnement des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Alors, pour contextualiser un peu, le projet aujourd'hui de ce webinaire s'inscrit dans le prolongement d'un dispositif interreg auquel le CRESAM, avec la concertation, participe. Ce projet est un programme transfrontalier qui implique différents versants, le versant français, le versant wallon et le versant flamand, et qui participe à l'élaboration de différents projets qui sont destinés à améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes étrangères ou d'origine étrangère, avec notamment différents focus sur des expérimentations collectives plus culturelles à destination de publics tels que les mineurs étrangers non accompagnés ou les demandeurs de protection internationale, par exemple. Des travaux aussi autour de la notion d'interprétariat, de traduction, avec des échanges de pratiques entre les différents versants. Voilà, il y a des expériences très innovantes qui sont développées autant en France qu'en Wallonie, qu'en Flandre, et on essaye un peu de mettre tout ça en commun et de proposer de nouvelles modalités d'intervention. Et on a également une cellule psychologique qui s'est mise en place. Cette cellule psychologique a la particularité de combiner des praticiens français et des praticiens belges qui interviennent dans des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile situés à la lisière, à la frontière entre la France et la Belgique, et ça permet d'avoir des approches finalement croisées. Alors aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on va avoir droit à une présentation de la part de Ramaris Zapata, qui fait partie de la concertation Wallonne Exil et Santé mentale. Elle travaille et coordonne en fait en tant que psychologue Santé en exil, située à Charleroi, à Montigny-sur-Sambre. Ramaris va aborder la notion de l'importance de la langue maternelle en fait dans la construction de cette relation thérapeutique, en quoi cette langue maternelle est importante. Elle sera suivie par une intervention de Martin Claessens qui, lui, va aborder le vécu émotionnel de l'interprète dans cette relation thérapeutique. Vécu émotionnel qui a un poids très important. Et on a également la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous Amit Syed, qui est un traducteur-interprète qui travaille depuis de nombreuses années pour le CETIS, le service d'interprétariat et de traduction qui est installé ici à Namur, qui a une pratique entre le présentiel, l'interprétariat par téléphone, et qui aujourd'hui se retrouve face à de nouveaux défis, de nouveaux enjeux, puisqu'avec les mesures sanitaires, le CETIS a également dû réinventer sa pratique. Et voilà, on aura entre ces différentes interventions un moment de pause qui interviendra à 11h15, 10 minutes de pause, après quoi on lancera une petite séquence vidéo qui viendra schématiser un peu les questions qui sont abordées aujourd'hui. C'est cette question de l'interprétariat en milieu thérapeutique, médical, etc. C'est une séquence qui est très schématique, peut-être que ça va être un peu redondant pour les gens qui ont une expérience plus pointue sur le sujet, mais ce sera toujours un bon rafraîchissement, un bon recyclage pour tout le monde. Et puis on terminera vers 12h15 par une séance de questions-réponses. À ce propos, ce que je vous propose, je vous laisse le choix soit de déjà poster vos questions dans la boîte de dialogue, et on passera tout ça en revue à la fin du webinaire pour essayer de répondre le mieux possible à vos questionnements. Ou alors, vous pouvez tout à fait lever la main via l'option dédiée, prendre la parole et poser directement les questions. Voilà. Je pense que c'est tout. Simplement, vous rappeler quelques petites règles, de bien désactiver votre micro. Dans la mesure du possible, je sais que ce n'est pas toujours simple en fonction des connexions, mais de conserver votre caméra allumée. Mais si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Et vous informer aussi que la séance d'aujourd'hui, en fait, ce webinaire, il est enregistré. Donc voilà, simplement vous informer qu'il y a un enregistrement. Et sans plus attendre, maintenant, je cède la parole à Ramaris qui va aborder le fond de la question. Merci. Bonjour tout le monde.
Et heureuse qu'on puisse se retrouver, même si c'est par cette voie, bon, avant inhabituelle, mais à laquelle on commence à s'habituer tout doucement. Donc, comme disait Isam, je voudrais parler de la langue maternelle dans la rencontre clinique. Hein, donc, de cette idée de pourquoi est-ce qu'on donne une place à la langue maternelle dans la rencontre clinique. Donc, je parle de ma place de psychologue, mais évidemment, on parle aussi d'autres interventions de type psychosocial et surtout, de façon plus générale, de l'accueil des personnes qui parlent une autre langue dans nos services, les services pour lesquels nous travaillons. Alors, je vais commencer par poser quelques questions qui parfois nous sont posées dans le travail, qui parfois sont présentes sans qu'on essaye d'aller plus loin pour les répondre. Donc, pourquoi insistons-nous pour donner la possibilité de travailler en langue maternelle dans une rencontre clinique, donc en consultation? Est-ce que c'est pour dire qu'on a un accueil chaleureux ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que c'est par gentillesse? Et j'ai dit ça un peu parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, vous êtes gentil, vous accueillez les gens dans leur langue maternelle. En même temps, travailler dans la langue du patient peut sembler une évidence. Donc, on peut dire qu'il serait toujours préférable de faire un travail thérapeutique dans sa langue maternelle. Mais qu'est-ce qui se passe alors des personnes qui ne peuvent pas faire un travail dans leur langue, que ce soit par manque de thérapeute, par manque d'interprète, ou qu'est-ce qu'on peut dire alors du travail qui font les thérapeutes qui parlent une langue autre que la langue du pays d'accueil. Hein? Donc, les thérapeutes qui font un travail dans une langue autre que sa propre langue maternelle. Ou alors, que dire des personnes qui font le choix un choix délibéré de faire des entretiens dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Est-ce que ça a un autre sens? Est-ce que c'est une thérapie ou une rencontre qui est moins valable qu'une autre? Ou alors, on peut se poser aussi la question des efforts d'intégration, hein, de l'idée que au plus vite les personnes migrantes sont plongées dans la langue d'accueil, au plus vite elles pourront apprendre cette langue et seront intégrées, comme on dit. Donc, dit autrement, est-ce que travailler avec des interprètes ou est-ce que faciliter donc, de travailler dans la langue des patients, n'est-ce pas gâter les gens, comme on dit, enfin, être peut-être trop gentil et retarder cette intégration linguistique? Donc, on peut se poser la question, donc en résumé, pourquoi serait-il important d'investir du temps, des ressources, du travail, à travailler dans une multitude de langues, à former des interprètes ou même à apprendre une autre langue? Donc, ce sont toute une série de questions qui parfois nous sont posées ou pas, mais qui sont parfois dans les débats dans la place publique, sans qu'on prenne toujours le temps de les approfondir. Évidemment, la question est vaste et je ne ferai que parler, que donner un peu quelques idées de pourquoi nous on le fait, pourquoi nous on considère que c'est important, quel sens ça a dans le cadre de notre pratique. Nous, on estime qu'il est important de se poser ces questions et d'argumenter aussi de pourquoi nous travaillons de cette façon-là et quel sens ont ces dispositifs des rencontres des personnes en souffrance et qui parlent aussi notre langue. Donc, mais peut-être pour commencer, posons-nous la question de quoi parle-t-on quand on dit langue maternelle? Donc, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire qu'on s'est approprié une langue aussi, ou qu'une langue est devenue la sienne? Donc, est-ce que la langue maternelle est la langue de la mère, la langue de la nourrice, la langue de l'école maternelle? Alors, évidemment, dans le langage courant, l'expression langue maternelle renvoie à ce qui est de plus proche, de plus intime, de plus spontané. Certains linguistes diront c'est la langue dans laquelle on compte spontanément ou dans laquelle on a appris l'alphabet. C'est la langue dans laquelle on rêve. D'autres diront on sait qu'une langue est la nôtre quand on peut improviser avec la parole ou quand on peut passer d'un sujet à l'autre, anticiper, parler pour ne rien dire, raconter une blague, enfin, voilà. Mais dans un sens plus
sociologique, langue maternelle, c'est aussi la langue qu'on appelle langue naturelle, c'est-à-dire la langue d'un groupe d'appartenance, d'une communauté, langue de la culture d'origine du sujet. Donc on dit que c'est la langue de l'entrée au langage, dans les langages. Donc, et c'est la langue à partir de laquelle dérivent les expériences infantiles. Alors, peut-être disons, pour la petite histoire, j'aime bien faire un rappel historique de l'expression, enfin, si on peut dire comme ça. Donc, il paraît que l'expression langue maternelle a surgi déjà il y a des siècles, au XIe siècle, dans des textes qui essayaient de faire la distinction entre la langue savante, donc à ce moment-là, ou dans ce cas-là, le latin, et la langue vernaculaire, donc la langue qui parlait les peuples, hein, qui ne parlait pas le latin, donc qui était la langue des écrits, de ce qui était enseigné, de préceptes religieux, etc. Et alors, il y a déjà dans cette distinction entre langue savante et langue maternelle l'idée qu'il y a une langue qui sert à transmettre des informations, des textes, des lois, et une langue plus vivante qui est la langue du peuple qui sert, par laquelle on transmet des chansons, des contes, et évidemment la langue dans laquelle le peuple vit. Et alors, ce qui m'intéresse dans cette petite histoire, c'est que il y a déjà, donc à l'origine de l'idée des langues maternelles, la distinction entre la fonction de communication de la langue et donc la distinction entre communiquer quelque chose ou transmettre quelque chose de figé et parler. Hein, donc, qu'on dirait que ce sont deux choses différentes dans le sens où, quand on communique, on transmet, comme j'ai dit, des textes ou une information qui va être précise, qui peut être figée, alors que au moment de parler, il y a un sujet qui parle. Donc, les sujets de la parole se fait présent et est un lien avec d'autres d'une façon particulière et où il y a aussi la logique, si on peut dire, la logique poétique peut être présente et aussi l'équivoque, les sens qui peuvent être variés, les sens qui peuvent être interprétés de façon différente. Cette distinction aussi, enfin, entre communiquer et parler me semble importante aussi en pensant au rôle de l'interprète. Et enfin, mes collègues, donc Martin et Hamid, parleront plus précisément de ça, mais disons que cette distinction entre transmettre des informations précises et être le passeur d'un moment de parole où la personne partage, c'est quelque chose que nos collègues interprètent. C'est une distinction qui est cruciale pour le travail selon ce qu'eux, ils nous transmettent. Alors, pour donner un petit exemple, il y a un des interprètes qui travaille avec nous qui me disait une fois qu'il avait très mal vécu une rencontre où il avait été appelé à travailler dans un service d'aide à la jeunesse et on ne l'avait pas mis au courant du contexte dans lequel il avait travaillé, ni quel était l'objet de la rencontre, où on allait parler de la possibilité qu'un couple parental perde la garde de leur enfant. On ne lui avait pas dit qui allait être présent, donc il avait très peu d'informations par rapport à qui parler, comment, enfin, et surtout l'objet de la rencontre qui n'était pas du tout banal. Alors, l'expression qu'il a utilisée pour m'expliquer comment il se sentait mal à ce moment-là, c'était qu'il voulait juste que je donne des infos, que je communique, comme si c'était une info banale. Alors, il aurait pu faire appel à Google Translate, ça aurait été la même chose. Il dit, je me suis sentie déshumanisée puisque je ne pouvais pas transmettre un moment significatif du point de vue humain, mais juste transmettre des informations hors contexte. Mais bon, on parlera, enfin, mes collègues, comme je disais, parleront un peu plus loin de comment la position de l'interprète peut être vue, vécue en fonction de ces situations-là.
Mais je voudrais peut-être donc dire un peu plus sur l'importance de la langue maternelle dans la rencontre thérapeutique. Donc, nous, en tant que thérapeutes, pourquoi on pense que la langue maternelle doit être présente d'une façon ou d'une autre, non seulement dans le sens de faire venir un interprète ou de faciliter à la personne de parler sa langue maternelle, mais de la nommer, de nommer le fait que la personne parle une autre langue. Alors, nous, on travaille selon la perspective de la... Donc, une perspective inspirée de l'ethnopsychiatrie, de l'ethnopsychanalyse, et donc qui préconise, enfin, qui part de l'idée qu'il y a une réalité, enfin, un fonctionnement psychique universel, mais qui s'exprime de façon culturellement différente. Hein. Donc, la personne baigne dans une culture qui est transmise par une langue, et dans cette langue est les médiums dans lesquels il y a des systèmes de sens, des systèmes hiérarchiques qui sont transmis à travers de cette langue. Donc, on peut dire qu'il y a le principe en ethnopsychanalyse de l'universalité psychique, c'est-à-dire un psychisme humain qui est le même, mais il y aurait des conceptions particulières de l'organisation sociale, des croyances, du sens de la maladie, et donc de toute fonction qui peut être thérapeutique, de toute relation qui peut être thérapeutique et qui est conçue de façon particulière selon les cultures. Et donc, la langue étant le médium qui transmet cette culture, parmi d'autres, évidemment, à part rituels et d'autres véhicules de la culture. Donc, il est fondamental de rendre présente la culture à travers cet aspect-là. Alors, peut-être pour parler aussi d'un autre aspect, donc disons que dans notre travail, l'établissement d'un cadre qui soit culturellement valable pour les patients est un aspect fondamental. Donc, on doit adapter les cadres de la rencontre pour qu'elle puisse être vécue comme thérapeutique par les patients d'une origine linguistique et culturelle différente à celle du thérapeute. Donc, ces adaptations impliquent évidemment l'usage des leviers culturels, des signifiants de la culture, donc parfois des rites ou des modalités de rencontre, mais ça implique aussi de donner la possibilité à la présence d'un interprète, donc un interprète soit présent. Donc, comme je disais, donc étant la langue élément structurant, enveloppe psychique et médium de la culture, il est fondamental aussi de faire appel à cette possibilité pour mettre la personne dans l'historicité de son parcours. Donc, rendre la langue présente, c'est reconnaître le sujet dans son histoire, dans son parcours singulier. Et donc, le rapport de l'individu aussi à ses propres origines est mis en lumière, peut être élucidé, peut être nommé. Donc, il faut dire aussi, donc, notre pratique est inspirée, comme je disais, de l'ethnopsychanalyse ou de la psychiatrie transculturelle en général. C'est encore une pratique en construction qu'on construit nous tous dans notre travail. Et elle est pratiquée surtout auprès d'un public migrant, souvent qui a eu un vécu traumatique d'origine diverse, que ce soit un déracinement traumatique, que ce soit la migration, les déplacements post-conflit ou le vécu d'un parcours d'exil traumatisant. Et donc, dans ce contexte, les choix préférentiels pour la langue maternelle dans le travail thérapeutique est plus qu'évident. Donc, comme dit Marie-Rose Moreau, donc le recours à la langue maternelle du patient, même quand le patient se débrouille dans une autre langue, va servir de support à l'élaboration psychique. Donc, la langue est un levier thérapeutique. Donc, dans la difficulté de communication qu'il peut avoir face au trauma, à la migration ou à l'exil, la langue oppose les stabilités d'un référent et qui
qui permet de masquer aussi les failles qui sont présentes dans les traumas. Donc, il permettrait la construction aussi des liens externes et internes surtout, donc dans le sens d'être en lien avec sa langue maternelle. Et donc, évidemment, dans notre pratique, les consultations avec interprètes sont non seulement acceptées, mais encouragées. L'interprète est considéré un médiateur culturel ou un passeur d'éléments culturels. Et la manière dont il participe à la rencontre peut être variée, mais il est parfois même en qualité on peut le vivre comme un co-thérapeute dans le sens où il participe du transfert et il participe du travail de libération de la parole singulière du patient, donc du travail d'élucidation de cette parole singulière de cette personne-là. Il apporte également des éclaircissements importants quant à la culture, et sa présence permet au thérapeute de mieux saisir les écarts du patient par rapport à sa culture et sa langue d'origine. Donc, ce qui est contenu dans son discours et qui pourrait passer autrement inaperçu pour le thérapeute. Donc, dans ce contexte, on peut dire qu'il y a plusieurs raisons qui nous semblent plus ou moins évidentes ou importantes pour nous en tout cas, pour inclure la langue maternelle dans la rencontre thérapeutique. Donc, comme je disais, c'est privilégié évidemment pour aborder la souffrance, surtout en cas de trauma. Mais donc comme je disais, un aspect pas du tout anodin, c'est de reconnaître la personne dans son histoire, pardon, dans ses origines, dans sa culture, et donner de cette façon une place à l'univers symbolique dans lequel elle a été baignée. Donc il y a un anthropologue qui s'appelle Wade Davis qui dit, donc en parlant de la disparition des langues anciennes, mais surtout de langues de certaines ethnies qui sont parlées par une minorité, il dit « Toute langue qui disparaît est un mode particulier d'encodage de la réalité qui disparaît. » Donc une vision du monde qui est perdue à jamais pour le reste de l'humanité. Donc évidemment, nous ne sommes pas là pour... enfin, notre objectif quand on rencontre nos bénéficiaires n'est pas d'assurer la survie des langues qui soient en train de disparaître, mais cette idée de rendre présente une vision particulière du monde qui est particulière à cette communauté d'où vient cette personne et qui a baigné dans ses origines est important pour nous. Donc, ignorer son passé linguistique, ce qu'on pourrait faire si on dit « ah bah ici, ça s'est fait en français et pas autrement », donc ignorer qu'il y a eu une histoire linguistique différente, c'est aussi ne pas reconnaître le décalage qu'il peut avoir entre nous, en tant qu'intervenants, et le bénéficiaire, du fait que nous venons de milieux différents. Donc, autrement dit, donc, inclure la mention de la différence de la langue, c'est aussi rendre opérant le décentrage culturel, c'est-à-dire cette opération par laquelle nous nous faisons nous-mêmes observateurs de notre propre culture en tant qu'intervenants, et nous essayons aussi de voir comment notre culture peut influencer la rencontre, la façon dont on organise la rencontre, et aussi notre interprétation de la maladie ou notre interprétation des signes de souffrance de cette personne. Donc, la mention de la langue culturelle, le fait d'introduire, ne fût-ce que la mention du fait que la personne parle une autre langue, annonce déjà cette opération qui nous semble importante. D'un autre côté, nous pensons aussi, comme beaucoup de nos collègues, que l'intégration, pour autant qu'on soit d'accord sur ce que ça veut dire, parce que ça peut être très varié, mais l'intégration et le maintien d'une langue d'origine ne sont pas nécessairement opposés. Donc, on peut argumenter que plus on est en contact avec soi-même et avec son histoire, plus on sera capable d'aller à la rencontre de l'autre d'une façon authentique. Et plus on sera aussi, plus on saura devenir acteur et sujet de son propre parcours. Donc, à ce sujet, ça me fait penser à une situation, donc il y a des années, où j'ai travaillé comme conseillère psychosociale pour les personnes sans emploi. Et moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes d'origine étrangère
qui n'inscrivaient pas sur leur CV leur langue d'origine. Donc, quand on leur demandait quelle langue parlez-vous, donc sur le CV, français, peut-être un peu anglais, ou enfin, seulement les langues européennes étaient mentionnées. Comme si les langues africaines, par exemple, n'avaient pas leur place quand on parle de faire un rapport de ses compétences ou de ses connaissances linguistiques. Et donc, évidemment, on peut se poser la question de si connaître des langues d'Afrique centrale ou d'ailleurs, pour la recherche d'emploi, si ça peut être utile ou comment ça peut être utilisé en Europe. Mais la question pour moi n'était pas là. La question était de si on veut établir un projet, comment ne pas mentionner les parcours, comment faire comme si on faisait tabula rasa de l'histoire de cette personne, tout simplement en niant l'existence d'un passé linguistique. Et évidemment, quand je dis aussi linguistique, tout ce qui s'implique comme ignorer une partie de l'histoire personnelle. Donc, évidemment, dans ce cas-là, parler de leur langue, c'est non seulement parler d'une compétence qu'ils ont, mais aussi entrer en contact avec cette histoire qui permet de se projeter vers l'avenir, donc d'élaborer un projet. Donc, comme je disais, l'autre raison pour inclure la langue maternelle, c'est utiliser la langue comme principe de narrativité. Donc, même pour les situations où la personne fait le choix de parler en français, par exemple, ou de ne pas parler sa langue maternelle en consultation, le choix de la langue peut être un indicateur du positionnement personnel face à ses propres origines ou d'un rapport à sa communauté d'origine qu'il serait important d'élucider ou de connaître. Donc, nous avons parfois les cas dans nos consultations des gens, enfin je pense que pour d'autres praticiens, vous aurez vu la même chose, des personnes qui par exemple refusent de parler ce qui est considéré comme la langue officielle de leur pays, enfin, parce que cette langue officielle n'est pas nécessairement leur langue ethnique, et que cette langue nommée officielle sur le papier, ça peut être aussi la langue coloniale ou la langue d'un pouvoir particulier, ou la langue de l'école, qui ne correspond pas donc oui, à ce que les personnes considèrent comme sa langue culturellement d'origine. Et puis il y a le cas aussi d'autres personnes, comme un patient que j'ai rencontré, qui refusait catégoriquement la présence d'un interprète et qui disait clairement: je ne veux pas travailler dans ma langue, puisque je préfère ne pas avoir des témoins de ma culture, de ma communauté. C'était un monsieur qui avait des choses très difficiles à dire, et qui pour lui était très difficile à admettre devant quelqu'un de sa communauté, et qui avait aussi un rapport difficile à la figure maternelle. Et il avait besoin d'enfants de distance dans les travails thérapeutiques, ce qui a pu être possible, et ça ne l'a pas empêché par après, donc plus loin dans le suivi, de retourner à sa langue maternelle, donc de venir lui-même avec des expressions qui lui venaient dans les souvenirs d'enfance et qu'il essayait lui-même de traduire en séance. Donc, voilà, on pourrait penser, bon, ce n'était pas nécessaire que l'interprète soit là pour ce monsieur-là, c'était pas... Moi, je suis persuadée que quand même, le fait que je lui ai proposé de parler de ses origines et lui a permis de se positionner par rapport à ça. Et donc, dans ce sens-là, c'est toujours un élément important. Alors, une autre raison donc d'évoquer la langue, donc c'est que, comme je disais tout à l'heure, donc parfois il n'y a pas une langue d'origine, mais plusieurs. Donc déjà, nous-mêmes, enfin toute personne parle plusieurs versions d'une même langue en différents contextes. Donc on peut avoir la langue scolaire, la langue maternelle, l'argot étudiant, une langue plus professionnelle. Et pour certaines personnes, ces passages d'une langue à l'autre sont plus marqués, selon leur histoire personnelle ou selon l'organisation de leur communauté d'origine. Et donc, à nouveau, mettre cet élément sur la table, en parler, permet aussi de voir les différentes couches
de l'histoire des sujets qui peuvent être traversés par ces différences. Comme je disais, par exemple, dans l'exemple de personnes qui viennent de communautés où il y a une langue coloniale, par exemple, ou de l'histoire coloniale, et une langue plus de la communauté d'origine. Donc voilà. Alors, déjà pour, disons, conclure, pour résumer, donc je reviens à la question de, si on me pose la question de quelle est ma langue à moi, donc moi personnellement, je dirais ma langue première, c'est l'espagnol, ma langue maternelle, et c'est une réponse qui peut être facile, mais moi je reviens à une paraphrase de Freud qu'un collègue m'a dit une fois. Il disait: sa langue à soi est celle dans laquelle on aime et on travaille. Et c'est une façon de dire quelle est sa langue que moi je viens aimer, et qui me paraît une façon adéquate de dire cette situation dans laquelle on est maintenant dans nos sociétés actuelles, traversées par plusieurs langues, par plusieurs fonctions de la langue. Et finalement, donc, ce qu'on compte pour la personne, c'est comment elle peut être présente en tant que sujet de parole et dans sa capacité d'aimer et travailler. Voilà. Donc, alors j'arrête là. Pour le moment, j'aurais d'autres choses à dire, mais euh, peut-être, je pense que j'ajouterai d'autres choses à travers les questions parce que ça m'intéresse aussi d'avoir les échanges avec vous et avec mes collègues. Et j'aurai certainement d'autres choses à ajouter. Aman, jeune érythréen récemment arrivé en France, se rend aux urgences accompagné de son frère. Depuis quelques mois, il souffre de douleurs somatiques, maux de tête, insomnie, crises d'angoisse et hallucinations. L'infirmier qui les reçoit est inquiet. Il oriente Aman vers un psychiatre. Le patient ne parlant pas français, la question de l'interprétariat se pose. Le médecin s'interroge sur les différentes possibilités de recours à l'interprétariat. Les logiciels de traduction permettent une communication minimale. Solliciter la famille ou l'entourage du patient permet de communiquer dans le cadre d'une première consultation ou en cas d'urgence. Mais cela soulève des questions éthiques de neutralité et de confidentialité, notamment quand il s'agit d'un enfant qui traduit. L'interprétariat communautaire ou familial peut entraver la liberté de parole et compromettre la fiabilité des propos. Dans certaines structures hospitalières, solliciter des professionnels de l'établissement est un usage courant. Cela soulève un certain nombre de questions. L'absence d'un professionnel à son poste peut entraver le bon fonctionnement du service. La posture de la personne sollicitée pour traduire peut être complexe et les rôles confus pour chacun des acteurs. Faire appel à un interprète professionnel, en libéral ou salarié d'une association, assure une qualité de traduction ainsi qu'un positionnement déontologique qui garantit la neutralité, la confidentialité et l'impartialité. Dans des situations particulières, telles que des situations d'urgence ou de grande distance, l'interprétariat par téléphone ou par visioconférence peut être envisagé. Aman se rend à la consultation avec un psychiatre qui a sollicité une interprète professionnelle de l'association Santé de tous. Il fait la connaissance de l'interprète dans la salle d'attente. ኣብዚ ሃገር ክንደይ ተቐሚጥካ ሽምካ መን ይበሃል ዜግነትካ እንታይ እዩ? L'interprète est gêné par les questions d'Aman. Il arrive que l'interprète ait déjà rencontré le patient dans d'autres circonstances, comme à la préfecture ou dans son centre d'hébergement. Le psychiatre invite Aman et l'interprète à s'installer. La manière dont les acteurs se positionnent a un impact sur les interactions et sur le déroulement de l'entretien. Ici, le soignant a pensé au placement de l'interprète et lui demande de s'installer à égale distance entre lui et le patient. Cette disposition permet aux trois personnes de se regarder et d'échanger. Elle peut être différente en fonction des préférences de chacun. Le soignant se présente à Aman et à l'interprète. L'interprète prend quelques minutes pour se présenter et pour expliquer son cadre de travail au soignant et au patient. Il questionne les attentes du soignant. Préfère-t-il une traduction littérale, simultanée? Souhaite-t-il une traduction à la première ou à la troisième personne? A-t-il des attentes d'éclairage culturel ou géopolitique?
Au fur et à mesure des consultations, Aman commence à raconter ses maux de tête, ses douleurs, ses cauchemars. Aman explique les raisons qui l'ont amené à quitter son pays et les conditions de son parcours, les violences du service militaire, la traversée de la Libye et la prise d'otage dans le Sinaï. Le psychiatre se questionne sur la fiabilité de la traduction de l'interprète. Le temps de traduction est long pour les questions courtes du psychiatre, alors qu'il est court pour les discours très longs du patient. À la fin de la consultation, l'interprète reviendra sur les longueurs nécessaires de la traduction pour expliquer le contexte, le vocabulaire et l'utilisation des périphrases. La traduction du récit du patient est plus courte, le discours est synthétisé puisque le patient se répète beaucoup. De plus, il semble délicat à l'interprète de couper la parole au patient. Lorsqu'il évoque les conditions de son service militaire et les agressions sexuelles dont il a été victime, Aman se sent gêné et honteux. Le fait que l'interprète soit une femme renforce ici la difficulté d'Aman à raconter son histoire. Dans des situations délicates, le genre de l'interprète peut empêcher ou au contraire faciliter l'expression de certains éléments de l'histoire du patient. À la fin de la consultation, le psychiatre invite Aman à sortir de la pièce. Au regard des choses difficiles abordées lors de l'entretien, le psychiatre juge opportun de prendre quelques minutes avec l'interprète. Celle-ci en profite pour apporter des éclairages géopolitiques sur les parcours migratoires des Érythréens. L'interprète explique avoir été touchée par l'histoire d'Aman qui lui rappelle la sienne. Elle confie également son sentiment d'isolement dans son métier d'interprète, d'autant plus qu'elle n'a pas d'espace pour revenir sur les entretiens difficiles. À la fin de la consultation, Aman attend l'interprète. Il sollicite son aide pour sa procédure d'asile et lui demande son numéro de téléphone. L'interprète se retrouve seul à gérer cette situation qui sort a priori du cadre de sa mission. Ce film d'animation s'est nourri de l'expertise des professionnels de santé, des interprètes et des migrants. Il présente une situation d'interprétariat parmi d'autres. Il n'existe pas une modalité unique d'interprétariat en santé, mais des pluralités de pratiques. Ce qui paraît fondamental, c'est que la personne puisse s'exprimer dans la langue de son choix. Voici quelques préconisations. Accepter la reconfiguration du cadre habituel de la consultation. S'interroger sur les places de chacun. L'espace et la manière dont les acteurs se positionnent a un impact sur les interactions et sur le déroulement de l'entretien. Prendre le temps de s'accorder entre soignant et interprète, avant, pendant et après l'entretien. Solliciter si possible le même interprète dans le cadre d'un suivi thérapeutique. Proposer des temps d'analyse de la pratique et des temps d'échange et de formation entre interprètes et soignants. Moi qui suis plutôt stressé de parler, ça commence bien. J'essaie de ne pas parler trop vite. Donc, le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question de l'interprète en tant que sujet humain à part entière. Dans notre travail à Santé en exil, environ un rendez-vous sur deux, c'est avec un interprète. Et on peut vite rentrer dans une petite routine qui serait aller chercher le patient avec l'interprète en salle d'attente, faire l'entretien, et puis par la suite, le patient s'en va, on signe le papier de l'interprète, ça se termine comme ça. C'est un peu une façon de considérer l'interprète un peu comme une espèce de Google Translate sur pattes. C'est une possibilité de faire, mais évidemment, le fait de ne pas considérer l'interprète comme un être humain à part entière, c'est-à-dire avec des émotions, avec un vécu, avec une histoire, avec une sensibilité, eh bien, ça représente toute une série de pertes cliniques en tant que psychologue et aussi des risques psychiques pour l'interprète. Et c'est un petit peu ça dont j'avais envie de parler dans la demi-heure ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un être humain à part entière? On peut utiliser un petit peu l'outil de la psychologie clinique pour réfléchir autour de cette question-là. Alors, dans la psychothérapie, notre outil, c'est la parole, hein, la parole pour penser les blessures de l'âme. Penser avec un E, penser avec un A. On rentre dans l'intrapsychique d'une personne, hein. Ça change notre vision de ce qu'est un être humain avec des émotions, avec un vécu, avec une histoire. On va au-delà des symptômes, on va au-delà de ce qui est dit dans la surface, on va au-delà de ce que dit le corps, hein. C'est vrai que nous, dans notre équipe, on soit
exclusivement des primo-arrivants, ou en tout cas des gens qui sont là depuis pas très longtemps en Belgique. Et souvent, les migrants, quand ils arrivent, c'est souvent le corps qui est mis en avant, hein. Je ressens une pression dans ma poitrine, je n'arrive plus à respirer, j'ai mal à la tête, j'ai des cauchemars, voilà. Euh, le but, c'est évidemment d'aller au-delà et de comprendre ce qui se passe derrière au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe derrière les passages à l'acte, quels sont tous les processus intrapsychiques qui sont cachés derrière les symptômes, derrière les souffrances dont les patients nous parlent. Euh, donc, cette façon de penser l'être humain, ça influence évidemment la façon dont on voit le patient, hein, un être humain avec un intrapsychique, un inconscient, des émotionnels, des échos du passé dans le présent. Ça change aussi la vision dont on se considère soi en tant que psychologue. On se considère soi-même aussi comme un être humain avec ses émotions. Donc, c'est toute la situation transférentielle, hein, le contre-transfert qu'on peut ressentir face à un patient. Qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce que ça nous fait vivre comme émotion, et on utilise évidemment tous ces outils-là, hein, de notre vécu pour avancer dans notre travail. Donc la question du contre-transfert culturel, etc. Donc ça, c'est un petit peu le binôme habituel qui va travailler sur l'invisible, hein. Nos patients, ils arrivent pour nous parler de leurs blessures internes, les blessures qu'ils n'arrivent pas à avoir à l'hôpital, hein. C'est vrai que souvent nos patients, ils vont à l'hôpital, ils font des scanners, des radios, les médecins leur disent vous n'avez rien, tout va bien. Et puis en fait, si, il y a quand même une souffrance, et nous, avec nos outils, on essaie d'aller mieux comprendre cette souffrance-là en entrant dans quelque chose de plus subtil, qui passe par le langage. Alors ça, c'est le binôme classique, habituel, comme on lit dans les livres, on va dire, mais vient se rajouter l'interprète, qui se rajoute à ce binôme-là, et il peut y avoir une tentation, un peu par différentes instances, de vouloir un petit peu invisibiliser l'interprète, de vouloir un petit peu robotiser, comme si on voulait un petit peu le déshumaniser, de faire abstraction de sa présence et de tous les processus inconscients qui le traversent lui aussi. Alors, cette première tentation, elle vient de la part du psychologue, hein. C'est vrai qu'au début, le psychologue peut voir l'interprète un peu comme un intrus qui vient dans ce binôme habituel, et qui vient un petit peu nous gêner, qui vient un peu nous observer, hein. C'est un tiers, on n'a pas l'habitude toujours d'accueillir un tiers comme ça dans nos entretiens. On a l'impression de perdre quelque chose au niveau de la finesse de ce qui se passe, de la compréhension, hein. C'est vrai que la psychanalyse notamment s'inspire beaucoup des lapsus, des jeux de mots, tout ça. On se dit, mais tout ça, on perd. En tant que psychologue, mais je perds le regard du patient. Le patient va regarder l'interprète. Donc, il y a toute une partie du transfert qui est affectée, tout ça. Donc, le psychologue, pour toutes ces raisons-là, peut avoir envie que l'interprète ne prenne pas trop de place, ne déborde pas trop. De la même façon, l'interprète lui-même peut avoir envie de vouloir rester un petit peu invisible, de pouvoir rester un petit peu en retrait, hein. Les interprètes peuvent dire, mais faites comme si je n'étais pas là, ou si on vit un moment émotionnel fort avec le patient, on en reparle après avec l'interprète, et l'interprète parfois est très embêté d'avoir ressenti une émotion. Parfois, il y a une petite larme qui a coulé, et quand on leur en parle, ils disent excusez-moi, j'ai ressenti une émotion, c'est une erreur, je ne le ferai plus, hein. Ou je pense à une situation que j'ai eue récemment avec une patiente rwandaise qui se posait un petit peu des questions par rapport à de quelle ethnie faisait partie l'interprète, hein, et une question évidemment importante. Et l'interprète dit ah oulala, mais moi non, 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 je suis là juste pour traduire, hein, comme si toutes ces questions-là n'étaient plus importantes. Alors, la troisième instance qui va avoir tendance à invisibiliser un peu la présence de l'interprète, c'est l'institution des interprètes, qui va dire, voilà, l'interprète, ils sont neutres, hein. On va un peu se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire être neutre dans ce contexte-là. Actuellement, avec le Covid, toutes nos consultations se passent en distanciel pour les interprètes. L'institution des interprètes nous dit écoutez, ça fonctionne, ça marche, comme si on était là face à une vision un peu améliorée d'un ordinateur finalement, sans vouloir aller au-delà. Et je pense que c'est important d'aller au-delà de ces questions-là, parce que, comme je l'ai dit,
ne pas considérer l'interprète comme un être humain à part entière représente des pertes cliniques. C'est-à-dire que le psychologue, un peu à l'instar du biologiste qui va aller dans la forêt pour voir les empreintes de pas sur le sol, pour essayer de comprendre, tiens, à quel animal on a affaire, le psychologue va aussi analyser l'empreinte du discours du patient sur lui-même. Hein. Quand on ressent que le patient nous a fait vivre telle et telle émotion, ça nous permet de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer. Tiens, cette patiente-là, elle me dit des choses, ça me fait vivre des émotions de colère ou ça me fait vivre des émotions de protection. Ça nous permet de comprendre. Évidemment, l'interprète, qui est une autre personne avec un autre genre, avec une autre origine, avec un autre âge, l'empreinte que va laisser le patient sur lui va être évidemment différente. Et donc, c'est très intéressant en tant que psychologue de dire, tiens, mais moi qui suis un homme blanc de tel âge, cette patiente me fait vivre ça. Tiens, toi qui es interprète, quelle est l'empreinte que ça laisse sur toi? Et ça nous permet d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui se passe chez le patient. Donc ça, c'est la perte clinique, mais il y a aussi le risque psychique pour l'interprète. Hein. Il y a évidemment un danger pour l'interprète d'être confronté à toute une série de contenus émotionnels très forts. Hein. Je vais en parler tout à l'heure du récit de traumatisme. L'interprète, ce n'est pas un espèce de sas métallique qui ne serait jamais affecté par ce qu'il entend. Hein. Le psychisme de l'interprète est évidemment altéré, touché par tout ce qu'il va entendre. Parce que je Est-ce qu'on m'entend? Bon, je ne vais plus toucher, je ne vais plus boire d'eau. Ça ira mieux. Donc, le premier thème un petit peu en jeu dont je voulais parler, c'est la question du choix inconscient du terme. C'est-à-dire, il y a souvent cette anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, mais on dit que chez les Inuits, ils ont 50 mots pour parler de la neige, parce que dans leur réalité, eh bien, ça a été important évidemment d'avoir toute une série de nuances et de précisions pour parler de la neige. C'est évidemment important en lien avec leur environnement. En français, on pourrait dire on a 50 mots pour parler de l'angoisse. Pourquoi? Parce que notre culture du soin, notre culture des soins psychologiques est basée sur la parole. Donc, toute la culture a jugé nécessaire d'aller très loin dans le raffinement sur les différents mots pour parler des questions d'angoisse, de dépression, des choses comme ça. Chaque culture a évidemment ses outils pour traiter ce type de problème. Hein. Dans d'autres cultures, on va passer peut-être par des sacrifices, par des chants, par des danses, par des actions, par des divinations, je ne sais pas. Et on va évidemment développer d'autres finesses dans la langue pour parler de ces choses-là. Chez nous, c'est évidemment différent. Si on s'intéresse au mot angoisse, qui vient du latin angustia, qui veut dire resserrement, hein, si un interprète doit traduire ça, par exemple, pour un jeune berger afghan et doit le traduire en dari ou en pashto, c'est évidemment très compliqué de trouver un terme qui va parfaitement correspondre à ce qu'on entend par angoisse en français. Il n'y a pas une correspondance exacte. Donc, s'il n'y a pas de correspondance exacte, ça veut dire qu'il va y avoir un choix, il va y avoir un filtre fait par l'interprète de façon instantanée. Hein. Il entend le mot angoisse qu'il doit traduire, directement, il doit trouver le mot en dari ou en pashto qui va correspondre. Mais comme il n'y a pas une correspondance parfaite, eh bien, il va y avoir toujours un petit peu un remâchage, un filtre. Et ce remâchage, ce filtre va être influencé par tout ce qui se passe au niveau du contre-transfert chez l'interprète. Par exemple, si l'interprète est face à une patiente relativement âgée qui lui fait penser à sa propre mère et que dans l'histoire de sa famille, il a toujours eu l'impression que sa mère, on ne lui donnait pas la parole, on n'écoutait pas ce qu'elle disait. Peut-être que quand la patiente va parler du mot angoisse, il va plutôt traduire en parlant de panique. Hein, il va plutôt
influencer, aller un petit peu plus loin dans la traduction pour dire, mais enfin, cette fois-ci, ma mère va être entendue. D'une autre façon, le niveau socio-économique va avoir une influence. Si l'interprète vient d'un niveau socio-économique plutôt défavorisé et qu'il traduit pour un grand bourgeois, peut-être que ça va lui faire vivre certaines émotions fortes et il va traduire le mot angoisse par quelque chose qui s'apparente plus au stress, quelque chose un peu plus bas. De la même façon, comme j'en parlais tout à l'heure, les questions ethniques sont importantes. C'est évidemment différent si on l'interprète traduit pour quelqu'un de son ethnie ou d'une ethnie ennemie. Peut-être que ça va un peu altérer, influencer ce choix des termes, ce choix des mots. Donc c'est très important de prendre conscience de ce filtre-là, de cette influence, de ce remâchage. C'est inévitable, hein. On ne peut pas dire ah ben si, moi je traduis parfaitement, exactement. Non, il y a toujours une petite influence qui passe, et c'est évidemment intéressant pour le psychologue de comprendre ce qui est en train de se jouer là, parce que par exemple pour les questions de sociologie, comme j'en parlais tout à l'heure, ça nous permet d'avoir accès à d'autres choses, et c'est aussi important au niveau protection de l'interprète, parce que ça lui permet de comprendre les émotions qu'il est en train de vivre. Tiens, je remarque que ce patient-là est en train un peu de me frustrer, de m'énerver, et c'est peut-être pour ça que je traduis de cette façon-là. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est un petit peu le jardin secret des mots. C'est-à-dire que parfois, les patients utilisent des expressions, des dictons qui ont une valeur affective très forte, qui sont culturellement très forts. Et c'est une valeur affective dont le psychologue n'a pas idée. Je pense à une patiente tchétchène qui me disait, à ce moment-là, j'ai compris que mon mari n'était plus mon mur. Bon, moi, j'avais jamais entendu cette expression-là, mais peut-être que l'interprète avait entendu souvent cette expression. Il savait à quel point dire ça, c'est très fort. Peut-être qu'il sait que quand une femme dit « mon mari n'est plus mon mur », ça veut dire que le frère, par exemple, doit venir et doit intervenir. De la même façon, parfois les patients évoquent à demi-mot des idées suicidaires, c'est pas toujours très clair, et le patient peut avoir l'impression, avec raison ou pas, que le patient est en train de parler de certaines choses dont le psychologue n'a pas idée, hein. L'interprète peut avoir l'impression que le psychologue n'est pas en train de mesurer ce qui se dit, ce qui se joue. Ça donne évidemment une responsabilité à l'interprète, ça le met dans une forme de pression, hein. Il peut avoir l'impression d'être face à une assistance à personne en danger de sa part, mais le patient est en train de dire ça et le psychologue écoute ça comme si ce n'était rien, et moi, en tant qu'interprète, je sais que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer des passages à l'acte en dehors de la séance, par exemple. Après l'entretien, l'interprète donne son numéro personnel au patient, ou par exemple si le patient a évoqué un décès dans la séance, le psychologue n'a pas présenté ses condoléances, peut-être que l'interprète dit mais c'est insupportable ça, moi je vais lui présenter mes condoléances après l'entretien. L'interprète est celui qui parle le plus pendant l'entretien, mais sans donner son avis, sans jamais partager son expertise culturelle. Donc c'est important de pouvoir, en dehors des séances évidemment, discuter de ça avec l'interprète, de tiens, comment est-ce qu'on peut te donner une place, comment est-ce qu'on peut utiliser cette expertise-là en séance. Alors, je vais faire un acte fou de boire de l'eau, on va voir si ça marche. Alors, le troisième point que je voulais aborder, c'est ce qu'on pourrait appeler les mots sales. C'est évidemment la question du trauma. Un trauma entre guillemets classique, c'est quand un sujet est confronté à soit l'impression qu'il va mourir, soit voir quelqu'un qui meurt, hein. Par exemple, on est dans un accident de la route, on se dit ça y est, c'est maintenant, c'est la fin, je vais mourir. Nos patients, les migrants, ils sont face à des traumas qu'on pourrait considérer comme extrêmes, au sens où ils étaient face à la volonté violente de quelqu'un. Ils ont été face à quelqu'un qui voulait les tuer, ou qui voulait les détruire, ou qui voulait leur faire du mal, hein. C'est évidemment la réalité
dans tout ce qui se passe au niveau de la torture. Beaucoup de nos patients sont passés par ça. La torture, c'est un moment très particulier où le bourreau essaye de changer la façon dont l'être humain perçoit la vie, perçoit les êtres humains. Le but n'est pas de tuer, ce serait évidemment très, très facile de tuer quelqu'un, mais le but c'est de détruire la communauté. Et comment il le fait? Eh bien, il altère l'esprit, il détruit l'intérieur du psychisme du patient, hein, de la victime, et quand cette victime sort de la prison, eh bien, il a tellement été chamboulé à l'intérieur que ça va continuer à contaminer la famille et la communauté. Donc, pour cela, dans la torture, on va utiliser évidemment des processus d'humiliation, de perversité, où on mélange le plaisir, la violence, le rire, on pratique des actes qui ne devraient pas exister, on est dans l'indicible, qui sont hors culture. Bref, quand le patient raconte tout ça, les auditeurs, que ce soit le psychologue et l'interprète, peuvent vivre ce qu'on appelle un traumatisme vicariant, ce qu'on peut appeler aussi l'usure par compassion, c'est-à-dire que ça va altérer la vision du monde des auditeurs, hein, et l'interprète est encore plus exposé que le thérapeute à ça. Pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est le premier récipiendaire. Donc, ça veut dire que c'est lui qui reçoit la parole. C'est lui qui doit recevoir tous ces mots terribles et puis essayer de les faire passer au psychologue par après. C'est lui qui va dire dans sa bouche, avec sa langue, les mots sales. Hein. Si un patient dit « moi, à ce moment-là, j'ai été violé devant mes enfants », l'interprète va redire ça, viol devant mes enfants. Le psychologue, lui, il écoute seulement, il ne doit pas mettre ces mots sales dans sa bouche. L'interprète peut évidemment aussi plus s'identifier aux patients. Ils peuvent venir du même pays, ils peuvent avoir un parcours similaire. Encore une raison pour laquelle le traumatisme vicariant est plus risqué pour l'interprète. Il y a aussi l'absence de formation. Hein. Les interprètes sont un petit peu formés à la psychologie, mais pas énormément, et on est quand même face à des patients. C'est sérieux, c'est du costaud, hein, ce dont on entend. Et en tant que psychologue, ben voilà, nos connaissances nous permettent de remettre ça parfois dans certaines cases, ou de comprendre les processus psychologiques qui sont en train de se jouer chez la personne, et ça nous permet un petit peu de nous protéger. L'interprète n'a pas ça. De la même façon, l'interprète n'a pas le même cadre que nous. Nous, en tant que psychologue, ben après une consultation, on peut en parler à un collègue psychologue, on peut avoir des supervisions individuelles pour reparler de tout ça. L'interprète, ben après l'entretien, ben il prend sa voiture ou il prend le bus et il reste avec toutes ces pensées-là. Et finalement, il y a la question de l'impuissance. Le psychologue, lui, il peut poser des questions, il est actif, entre guillemets, dans ces entretiens-là. L'interprète, lui, il traduit seulement ce qui est en train de se passer. Alors, c'est important de pouvoir créer un espace où ces questions-là peuvent être pensées. Donc, ça veut dire avoir une disponibilité temporelle après les entretiens de la part du psy et de l'interprète pour pouvoir reparler de ça si ça a été compliqué. Si possible, aussi avoir des supervisions individuelles. Souvent, les interprètes ont des supervisions de groupe, mais quand on touche des choses si intimes, si sensibles, c'est compliqué d'en parler devant des collègues. Troisièmement, c'est important d'être dans un état d'esprit qui permet cette expression des émotions et du vécu. Hein. Je repense à cet interprète qui avait dit « Ah, excusez-moi, j'ai pleuré, je n'aurais pas dû, c'est une erreur, ça ne se reproduira plus. Hein, » comme si on imaginait que si on n'exprimait pas les mots, comme si on n'était pas à la source de ces mots-là, on ne pouvait pas être touché par eux. Hein, on retouche encore sur cette question de la neutralité. Qu'est-ce que c'est la neutralité? Est-ce que c'est ne pas avoir d'émotion? Un des risques, évidemment, de tout ça, c'est, je me souviens d'un interprète qui avait dit « Ah, mais moi, quand j'ai un entretien difficile, c'est bien simple, j'ai une solution, c'est le whisky quand je rentre chez moi. » Voilà. Alors, le
quatrième et dernier point que je voulais aborder, c'est la question un petit peu de la neutralité, autour de laquelle j'ai déjà un peu tourné, hein, neutralité bienveillante, neutralité malveillante. Les patients qu'on reçoit, ce sont des demandeurs d'asile. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont en demande d'aide, qui sont en demande de sécurité. Et c'est vrai qu'à la base, historiquement, quand ces gens-là arrivaient en Belgique, par exemple dans les années 60-70, c'était notamment des Sud-Américains qui venaient ici, qui avaient lutté contre des pouvoirs parfois d'extrême droite dans leur pays. Ils étaient accueillis ici par des comités politisés, on était dans l'informel, on était dans l'humain. Ils racontaient leur histoire aux gens, aux comités qui les accueillaient ici. Les gens ici étaient touchés. Voilà, il y avait quelque chose de très humain qui se passait. Aujourd'hui, tout a été professionnalisé, tout a été mis sous procédure, un petit peu déshumanisé. Et le demandeur d'asile raconte son histoire à des gens qui ont déjà entendu cette histoire-là ou une histoire similaire des centaines de fois, hein, que ce soit le psychologue, leur assistant social, même l'interprète. Tous ces gens-là ont déjà entendu plein de fois des histoires similaires, parfois même pires. Et donc ne vont pas être touchés comme des gens pour qui ce serait la première fois. Évidemment, le CGRA est la preuve la plus dure de ça. Hein, c'est vraiment raconter son histoire dans tous les détails, CGRA ou OFPRA en France, de raconter son histoire dans tous ses détails et être face à quelqu'un qui reste, je ne sais pas s'il faut dire neutre, en tout cas froid. Hein, on peut faire un lien un petit peu avec un article de Sander Ferenczi où il parlait de la question de la deuxième personne de confiance, c'est-à-dire quand on vit un traumatisme, la deuxième personne, enfin la personne à qui on va en parler par la suite, la personne de confiance va en parler, la réaction de cette personne de confiance va être fondamentale sur le devenir de ce traumatisme. Hein. Si on le raconte à quelqu'un qui va dire mais c'est terrible ce que tu as vécu, je suis désolé que ça te soit arrivé, c'est une chose. Si la personne raconte ah oui ok très bien, est-ce que tu es sûr que tu n'exagères pas un petit peu ou que tu ne l'as pas un peu cherché? Voilà, ça va évidemment avoir des conséquences très différentes dans le vécu du trauma, de la réaction à la personne avec qui on en parle. Donc, la froideur du CGRA ou de l'OFPRA, ça crée un choc, ça crée un doute, ça peut approfondir le trauma. C'est une neutralité qu'on pourrait considérer comme pathogène. Donc, le demandeur d'asile, il cherche l'humain, il cherche la personne qui va être touchée, qui va porter son histoire avec lui, qui va un petit peu combler sa faille humaine en lui. Et donc, il y a des attentes très très fortes, des attentes très très fortes et encore plus fortes pour l'interprète. L'interprète qui il se dit ça y est, c'est un compatriote, il l'espère un petit peu semblable, il se dit ça y est, ça c'est la personne qui va pouvoir me comprendre. Donc, attente très très forte. Le psychologue aussi se doit, je pense, d'être dans le camp du patient. Je me souviens quand j'avais fait un stage chez Exil, le directeur d'Exil, Jorge Baroudi, avait dit dans notre travail, la neutralité est malveillante. Donc, il faut pouvoir trouver une forme de fraternité sans être envahi, sans être dépassé. Et l'interprète doit trouver sa place là-dedans. Je pense qu'il doit pouvoir faire preuve de bienveillance, mais évidemment avec des limites, avec un équilibre, sans être complètement dépassé, débordé par ce qui se joue. Mais évidemment, dans le partenariat entre l'interprète et le psychologue, il faut qu'on soit un petit peu sur la même longueur d'onde. Si en tant que psychologue, on essaye d'être plutôt chaleureux, fraternel avec le patient, et puis que l'interprète est très très froid, ça casse un petit peu les choses, c'est compliqué. Évidemment, toutes ces questions-là obligent à faire une réflexion personnelle, que ce soit le psychologue ou l'interprète, sur son histoire personnelle, sur des questions de militance éventuellement, de réflexion personnelle face à la politique d'asile, sur le parcours personnel, des choses comme ça. Voilà, je vais arriver à ma conclusion. Donc, ce triangle qui est formé entre le psy, le patient et l'interprète, ça peut devenir une ressource, mais ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Hein.
on peut évidemment rester dans ce travail très habituel, un petit peu mécanique avec l'interprète, mais c'est vraiment un risque pour la santé mentale de l'interprète, hein. Dénier des émotions, ça amène à rien de bon en général, et ça ne nous empêche pas de ressentir les émotions, ou ça ne nous empêche pas d'être affecté par ces émotions, de faire semblant de ne pas être affecté par ce qui se dit. Et comme je l'ai dit, c'est évidemment une perte clinique pour le psy de ne pas avoir accès à tout ça. C'est un peu comme quand on fait de la cothérapie avec un collègue psychologue, ce serait faire une cothérapie et puis ne pas en parler après l'entretien, ne pas avoir ce moment de débriefing qui est très riche, de se dire, tiens, quand on a reçu cette famille-là, moi, quand le papa parlait comme ça me faisait vivre ça. Ah bon, pourtant, moi, autre psy, ça me fait vivre les choses différemment. C'est évidemment très riche, ces moments-là de cothérapie, de débriefing, et on peut essayer d'aller vers ça d'une certaine façon avec l'interprète, mais ça demande de se sentir collègue, ça demande de sentir une ouverture, une confiance, et c'est pas toujours facile de créer ça. Donc, oui, parce qu'il y a souvent cette hiérarchie entre interprète et psychologue, hein. Les interprètes, on les connaît par leur prénom, et souvent, les psychologues, on donne le nom de famille, hein. Il y a une différence dans le salaire aussi, concrètement. Parfois, les interprètes essaient de tutoyer, les psychologues essaient de tutoyer les interprètes pour créer un petit peu cette collégialité, puis l'interprète souvent vous voit. Donc, ça crée toujours cette différence. Et on avait essayé de réfléchir un petit peu à toutes ces questions-là, avec le CRESAM notamment, en mettant sur pied des moments d'intervision avec les interprètes. Et c'était... on devait vraiment être attentif de ne pas aller vers ce qui pourrait être naturel, c'est-à-dire, ah bon, on fait des intervisions avec des psys et des interprètes, et les psys finalement expliquent les choses et les interprètes posent des questions, hein. On a vraiment essayé de faire venir un tiers pour que psy et interprète soient sur ce même pied d'égalité. Dans ce cadre-là, on avait réfléchi aussi avec les interprètes à où est-ce que vous aimez être accueillis quand vous venez chez nous. Est-ce que vous voulez rester dans la salle d'attente avec les patients, ou est-ce que vous voulez être dans la salle d'équipe, dans la cuisine? Ça crée évidemment un autre message qu'on donne à l'interprète quand on l'accueille avec les collègues. C'est important d'essayer de créer cette convivialité, cette collégialité avec les interprètes, parce que cette proximité, cette hiérarchie moins forte permet plus de créer de la confiance, de pouvoir s'ouvrir un peu plus sur sa sensibilité ou ses fragilités, et ça permet évidemment d'affiner le travail, hein, comme dans la cothérapie, même si on n'est pas exactement là-dedans avec l'interprète, mais en tout cas la cothérapie nous dit que c'est important d'avoir cette confiance entre collègues pour pouvoir s'ouvrir sur une partie de son histoire parfois, ou en tout cas sur les échos que ça nous fait vivre, et ça permet vraiment d'affiner le travail. Donc voilà, le travail avec interprète, au-delà des pertes dont j'ai parlé au tout début, ça nous permet vraiment de rentrer aussi dans un autre rythme avec le patient, dans le sens où c'est évidemment beaucoup plus lent, mais ça nous permet, nous, psychologues, d'avoir beaucoup plus de temps de réflexion, un peu presque des temps de rêverie quand le patient parle, quand l'interprète traduit du français vers l'autre langue. On a beaucoup plus de temps de réfléchir, de se faire des hypothèses, et puis après de faire des propositions un peu plus précises, un peu plus ciselées. L'entretien avec le patient et l'interprète peut devenir un moment un petit peu cérémoniel, avec des règles de tour de rôle, de dire, ah, attendez, l'interprète va traduire, c'est très important votre parole, donc ne dites pas trop, on va porter cette parole, hein. La parole du patient est vraiment colportée avec soin vers le psychologue par l'interprète, donc cet interprète qui est un collègue et qui est un sujet à part entière. Voilà. Bonjour, Ahmed Seyed. Je travaille depuis 4 ans au CETIS Wallon comme interprète dans plusieurs langues comme anglais, russe, ourdou et surtout la plupart en pashto.
Et ça nous arrive souvent de faire interprétariat dans le domaine de santé mentale. Et moi, j'avais envie de vous poser comme question, on a peu abordé ça jusqu'à présent, c'est que de par votre position privilégiée d'être la personne qui parle les deux langues de l'entretien, vous avez un rôle central dans l'instauration de la confiance. Non seulement, généralement, vous recevez la confiance du patient en premier, vous devez, comme on l'a vu, réussir à avoir une relation de confiance avec le psychologue, mais en plus de ça, vous devez vous œuvrer à ce que le psychologue, à ce que le patient puisse faire confiance au psychologue. Voilà, comment est-ce que dans les entretiens, cela se manifeste-t-il? Surtout pour un étranger, dans un espace étranger, avec la nouvelle personne, le psychologue, c'est difficile de s'exprimer, surtout au début, comme premier entretien, mais dès qu'il va une personne de même origine, avec la même langue qu'il parle, ça met bien à l'aise le patient et il est rassuré qu'il y a une personne qui comprend ce qu'ils disent, surtout la culture et la manière qu'ils parlent. Et ça nous arrive souvent que les personnes, ils disent que vous voyez comment ça passe chez nous. Ça veut dire qu'il est plus rassuré que ce qu'ils disent, les autres personnes la comprennent. Je ne sais pas, par exemple, il y a quelque chose qui passe en Afghanistan, mais ici en Belgique, on ne l'imagine pas que ça peut passer comme ça. Il y a hier qu'une personne a montré une fausse image à un mineur afghan. Est-ce que tu veux faire ce métier? Moi, je comprenais que sur l'image, c'était un électricien qui travaillait. Mais l'enfant, il ne savait pas c'est quoi l'image, si la personne, il fait quoi. Parce qu'il y a une grande différence, comme l'électricien travaille en Afghanistan et comme il travaille ici en Belgique. Et de la même façon, l'enfant, une personne, si avec l'interprète, il est bien à l'aise, s'il comprend que l'autre personne me comprend bien. De la même façon, pour un professionnel francophone, c'est la même chose que l'image qu'il montre, c'est l'interprète qui doit expliquer que l'autre personne la comprend. Sinon, ça ne sert à rien de montrer même une image. On ne dit pas des paroles. Voilà, je dois mettre mon micro pour poser la question suivante. Nous sommes tous ensemble dans une pièce. Et donc, oui, moi, la deuxième question que je souhaitais vous poser, on l'a un petit peu abordé ce matin, c'est que votre rôle n'est effectivement pas uniquement de traduire les propos du psy et du patient, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. On vous assigne des rôles, une position. Donc, le psychologue attend de vous que vous soyez un peu passeur de monde, que vous soyez là pour expliquer un peu l'univers symbolique du patient. Et à côté de ça, le patient, lui, attend de vous que vous soyez parfois un allié ou vous donne une position autre que celle d'interprète, comme celle d'un grand frère ou d'un oncle. Voilà, comment est-ce que vous, au cours de l'entretien, vous gérez un peu ces différentes assignations de rôle? Oui, ça nous arrive souvent que le patient, il nous appelle comme oncle, grand frère, ou comme ça. Ça veut dire que le patient est bien à l'aise, il a une personne de confiance, il s'exprime librement parce qu'il voit quelqu'un, entre guillemets, de sa famille. Il est rassuré. D'autre côté, oui, parfois c'est difficile pour l'interprète de rester neutre et impartial, mais c'est les formations professionnelles pour les interprètes et déontologie et savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il est là
pour aider la patient d'une manière, la psychologue aussi, et passer le message que ça passe bien et que la psychologue comprend le problème et il faut trouver une solution. Et d'autre côté, il ne peut pas interdire, entre guillemets, qu'on l'appelle grand frère ou oncle, parce que sinon, la patient va être mal à l'aise. Mais dans ce cas-là, l'interprète doit garder sa place et sa distance quand même. Donc, dans cette continuité, est-ce que vous pouvez un peu nous aborder les différentes qualités peut-être essentielles pour un interprète en santé mentale? Voilà, les points d'attention. Oui. Un interprète doit avoir les compétences, surtout la première chose, compétences linguistiques et discursives, plus les compétences psychologiques, transmettre des verbales, mais aussi des non-verbales. De compétences savoir de socioculturelles et référentielles. Est-ce que vous avez des exemples de ces expressions ou de ces non-verbales? Parfois, vous avez dû traduire, expliquer aux psychologues au cours de l'entretien. Comme il y a souvent une grande différence culturelle, ça arrive parfois que on ne comprend pas. Par exemple, un petit exemple, par exemple, ici dans la culture européenne ou franco-belge, si on parle à quelqu'un et on ne regarde pas dans les yeux, ça veut dire que la personne ne écoute pas ou manque de respect. Mais dans certains pays comme Afghanistan ou Pakistan, même Inde, si il y a un enfant et il parle aux plus âgés, il ne doit pas regarder dans les yeux. S'il regarde dans les yeux, c'est manque de respect. Et parfois, ça nous arrive d'expliquer des petits trucs comme ça, ou parfois, il y a quelque chose de plus grave que on doit sortir de le cadre de interprète et expliquer aux patients ou au psychologue. Et après, quand il voit la différence ou le choc culturel qui peut arriver, et après, c'est de psychologue de la voir s'il doit quand même traduire et dire ça ou non. Oui, enfin, je voulais juste ajouter, enfin, par rapport à ce que tu viens de dire, Hamid, donc dans des circonstances comme ça, donc alors, quelque part, tu absorbes les chocs, tu fais le pari-choc, enfin, ou pas, mais je veux dire, en tant qu'interprète, tu te rends compte qu'il risque d'avoir un malentendu du fait des comportements qui ne sont pas bien interprétés, enfin, voilà, et alors, tu dis, je fais un pas un peu en arrière pour prévenir soit le thérapeute ou soit le bénéficiaire, le patient, de dire, écoute, peut-être ce que tu vas dire ou la façon dont tu es en train de réagir par rapport à tel comportement est décalé parce que ça ne veut pas dire ça, mais autre chose. Et alors, moi, je me pose la question, comment tu te sens à ce moment-là? Enfin, là, ça peut être banal, hein, mais peut-être il y a des moments où ça peut être plus chargé, quoi. Et alors, tu es là au milieu, hein, d'une collision possible ou pas
hein, et c'est là où je me dis, parfois, ça peut être beaucoup sur la tête de l'interprète. Enfin, voilà, ça peut être chargé. Oui, parfois, c'est très lourd pour l'interprète aussi, mais comme notre travail et quand on comprend, parce que parfois, il y a des trucs très lourds qui n'est pas réel, mais la psychologue l'a dit pour évoquer la personne ou pour analyser la situation. Mais pour tout ça, comme Martin a déjà évoqué, c'est mieux d'avoir un entretien entre l'interprète et la psychologue avant la prestation pour que l'interprète sache déjà où on va pendant l'entretien. Et s'il connaît la manière de travail de psychologue à l'avance, peut-être, même pas peut-être, bien sûr, ça sera moins choquant ou pas du tout choquant pour l'interprète. Voilà. Vous n'êtes pas une personne neutre, comme on l'a vu, sans histoire, sans émotion, sans ressenti. Et comment vous percevez que parfois ces connaissances et ces émotions peuvent être d'une aide dans la relation thérapeutique? Si j'ai bien compris, c'est en quoi l'histoire d'interprète pour toucher. Oui, le fait que parfois vous ayez une histoire un peu plus similaire avec le patient, est-ce que ça peut effectivement être une aide dans la relation thérapeutique? Oui. Il y a deux aspects. Parfois, ça peut être difficile pour l'interprète parce que s'il traverse la même situation qu'il a vécu dans le passé. Mais personnellement, dans mon cas à moi, ça m'aide pendant la prestation parce que je comprends bien ce que la personne dit, ce qu'il vit et ce qu'il sentit, et ça m'aide et ça me facilite mon travail de transmettre les paroles plus les sentiments de patient vers le psychologue. C'est différent pour chaque personne. Peut-être ça blesse certains interprètes, mais pour certains interprètes, bien sûr, c'est une force, un outil de plus. Merci beaucoup, Hamid. Moi, je n'ai plus de questions, sauf si vous voulez encore éventuellement rajouter un élément qui n'aurait pas été encore abordé, que vous souhaitez. Je voulais juste insister sur le fait, quand Martin a dit une consultation entre les psychologues et les interprètes avant et après les entretiens, et même périodiquement pour, à part l'entretien, comment organiser des moments où les interprètes et les psychologues, peut-être en plusieurs, pour discuter des problèmes de terrain. Merci beaucoup Hamid. Voilà, je pense que au niveau des présentations, on arrive au bout des différents éléments qui devaient être présentés. On va maintenant passer à ce moment privilégié que tout le monde attend avec impatience, la possibilité pour les participants de participer de manière plus interactive et de poser toutes les questions qui vous taraudent.
Mais avant tout, je remercie encore une fois les différents intervenants, Ramaris, Martin et Amit, pour la qualité des contenus qui sont venus partager aujourd'hui avec nous. Et je vous remercie, vous aussi, sincèrement, chaleureusement, pour votre présence, parce que pour moi, et pour nous, je pense tous, c'est toujours très stimulant. Moi, c'est très stimulant et très motivant pour moi de voir que malgré les circonstances, les conditions, les restrictions, bah, les gens continuent à se mobiliser. Et voilà, c'est une forme de militantisme comme une autre qui, moi, me stimule sincèrement. Donc, je vous laisse maintenant la parole. Vous pouvez soit activer en fait la petite icône réaction en bas de l'écran. Vous verrez, il y a une petite option lever la main, ou alors directement activer votre micro et poser la question. Ici, je vois une première question, mais je vais la lire du coup, et les personnes qui souhaitent répondre répondront. Alors, quelle perception peut avoir le patient du moment pris par l'interprète et le psychologue après la consultation en son absence? Ramaris ou Martin, je ne sais pas si vous voulez répondre. Je peux en dire un petit mot, parce que Ramaris pourra compléter. Je crois que c'est un moment effectivement pas facile. C'est un moment aussi où on dit quelque chose d'assez fort au patient. Tiens, l'interprète, il reste avec nous, donc il est collègue avec nous. Il y a parfois des interprètes qui demandent aussi de rester un peu plus longtemps avec nous, le psychologue, pour pas être dans le même moyen de transport que le patient. Hein. Ça arrive quand les interprètes viennent en bus, par exemple. Donc c'est sûr que c'est un moment qui peut être compliqué, à mon avis, pour le patient de sentir ça, mais je crois que c'est aussi un moment où on dit, voilà, l'interprète, il est collègue. Je sais pas ce que tu en penses, Amaris. Oui, c'est vrai que ça peut être un moment parfois inconfortable, dans le sens où on sait que certains patients aimeraient parfois s'approcher de l'interprète, enfin, comme tu dis, parfois il y a ce moment d'inconfort de sortir ensemble et éventuellement être dans le même bus. Enfin, mais moi, ce que j'essaie de transmettre, c'est qu'on est ensemble en tant que groupe soignant, si on peut dire. De la même façon un peu donc parfois on est amené à dire que la seule façon, enfin, que les seuls éléments des entretiens qui sortiront de l'espace d'entretien, c'est dans la discussion avec collègues qui éventuellement pourraient aider pour les suivis. Donc il y a des moments où je dis ça aux patients, que c'est donc les seuls éléments de la consultation qui pourraient sortir de la consultation avec son accord, c'est un échange avec collègues quand c'est nécessaire pour les suivis. Et je pense que j'utiliserai la même logique de dire l'interprète fait partie du groupe soignant, et je pense que ça a un effet aussi de contenant, parce que je pense que dans notre pratique, on travaille dans la clinique du lien aussi, des rétablissements du lien humain qui ont été fort brisés ou malmenés par les vécus de beaucoup de nos patients. Et cette idée qu'on travaille ensemble et qu'on est en communauté, donc qu'il n'y a pas qu'une personne qui mène une écoute spéciale, mais qu'on peut être à plusieurs dans cette écoute, je pense que ça participe aussi d'une écoute qui soulage, d'une écoute qui aide à récupérer et à retisser à nouveau des liens. Donc moi, je le présenterai de cette façon-là. J'ai pas eu beaucoup de problèmes avec ça ou d'être interpellée, mais je pense que c'est une bonne question à avoir en tête. Hein. Qu'est-ce que le patient peut fantasmer à partir du moment où il part et l'interprète reste. Donc, effectivement, c'est quelque chose à penser. Ouais.
Ici, je vois une autre réflexion, mais que je vais transformer un peu en question. C'est toujours sur ces fameux moments de débriefing ou de préparation. Voilà, quand le temps manque un petit peu pour mettre en place ce dispositif, voilà, comment aménager malgré tout ce temps privilégié avec l'interprète. En tout cas, moi, dans ma pratique, j'ai remarqué qu'on dit toujours aux interprètes, si vous avez besoin de parler après, on peut prendre le temps. Dans les faits, c'est extrêmement rare que l'interprète fasse la demande. Je pense parce qu'ils ont souvent l'impression que c'est un moment où ils montrent leur fragilité et qu'ils ne veulent peut-être pas le faire. Parfois, en tant que psychologue, quand je dis, allez, on va en reparler après, je me sens comme un prof qui dit, tu viendras me voir 5 minutes à la fin du cours. C'est difficile de sortir de cette question de la hiérarchie. Et c'est vrai qu'on dit toujours à nos interprètes, si vous avez besoin d'en parler, on peut, mais c'est très rare qu'ils prennent cette initiative, qu'ils prennent cette initiative-là. Est-ce que je peux réagir à ça? Par rapport au besoin de parler, je me demande si c'est dans ce sens-là qu'il faut le dire. Est-ce que c'est un besoin de parler de l'interprète ou l'importance de toute façon d'un moment, un petit débriefing pour un ajustement clinique et un ajustement de la collaboration, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et parfois, certains interprètes n'ont pas compris une intervention qu'on a fait, on dit bah, c'était bizarre. Comment un tout petit peu leur en dire quelque chose sur la ligne un peu qu'on suit, évidemment, sans aller peut-être dans les détails, mais trouver une manière d'être ensemble dans la question du suivi. Et j'ai beaucoup aimé sur quoi tu as terminé, Martin, la parole colportée avec soin. Comme dira Maris, l'interprète fait partie du groupe soignant, mais le soin, le niveau de soin où est engagé l'interprète, c'est du côté de la langue, c'est prendre soin de la langue, prendre soin des mots, de la précision. Tu as parlé, Martin, de raffinement, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que il me semble que nous, on est au service de ce qui est subjectif, ce qui se dégage de singulier dans ce que le patient amène, et l'interprète est le passeur de ça via la langue. Et je me disais quand même, parce qu'on parlait des intervisions, c'était quand même super riche. On est quand même passé des intervisions avec interprète au confinement et à travailler par téléphone, donc c'est quand même assez brutal. Si on pouvait remettre de la qualité, aller de ce côté-là et créer des collaborations en dehors des urgences ou des besoins, mais plutôt de se voir régulièrement, réfléchir ensemble, je trouverais ça passionnant. Oui, enfin, moi, je te rejoins, Aline, merci pour ce commentaire. Enfin, dans le sens de, parfois, comme tu dis, il n'y a pas que la nécessité de clarifier quelque chose, mais il y a aussi le fait d'être lié, enfin, d'avoir un moment où on dit, ne fût-ce que rapidement, on est ensemble dans cet accueil ou dans ce lien, enfin, vous connaissez les règles. Donc, voilà, mais je pense qu'Amid voulait réagir aussi. Ouais. Voilà, ce que je voulais dire, discuter entre l'interprète et la psychologue avant et après les prestations. Peut-être je peux préciser qu'on n'a pas besoin de ça systématiquement après chaque prestation, mais au moins si c'est la première prestation d'interprète avec ce psychologue, pour un peu voir comment la psychologue va commencer, parce que chaque psychologue a sa manière différente de travailler. Si c'est une prestation, un entretien avec un nouveau patient, et si parfois ça arrive que l'entretien était très très difficile, il y avait des moments très difficiles, dans ce cas-là, peut-être après l'entretien, il peut prendre 2, 3, 5 minutes pour apaiser. Voilà, merci. Alors j'aurais souhaité
rajouter ma petite contribution justement à cet entretien. Je fais partie de l'équipe mobile Intégrapsy du versant français, justement. Donc, on sollicite des interprètes que nous appelons ambassadeurs d'intégration, donc des personnes qui sont issues d'un parcours migratoire, tel que Hamid. L'avantage, entre guillemets, de notre équipe mobile, c'est qu'elle est mobile et justement, nous nous déplaçons avec les ambassadeurs d'intégration. C'est-à-dire que nous partons parfois tôt le matin, même souvent, et nous revenons tard le soir. Nous mangeons ensemble, nous faisons la route ensemble. Donc, avec Lucille, ma collègue psychologue, et moi en tant que travailleur social. Et justement, de pouvoir de pouvoir effectuer les trajets ensemble, de pouvoir prendre le repas, ça permet à la fois de parler des situations, des entretiens, du travail de manière concrète, d'avoir un petit retour, des débriefings, d'évoquer les difficultés, les interrogations, mais aussi de parler de choses du quotidien, des sujets tels que le football, tels que la culture française, la culture afghane. Et ça permet vraiment de nouer une relation avec l'ambassadeur d'intégration, avec la psychologue, et de ne pas s'identifier concrètement par la hiérarchie stricte du travail, telle que la psychologue, l'ambassadeur et le travailleur social, mais plus des rapports humains. Et au fur et à mesure, donc là, ça va faire 1 an que j'ai le plaisir de participer à ce projet, on se rend compte que ces personnes sont non seulement des collègues, mais aussi des personnes qu'on peut identifier comme des amis, ça va peut-être un peu fort, mais des personnes avec lesquelles on a des bons liens. C'est-à-dire que dès qu'on voit que la personne est en difficulté, qu'elle n'est pas bien, on va pouvoir rebondir. On va pouvoir se dire « Ah bah tiens, je me suis rendu compte pendant l'entretien, peut-être que je t'ai agacé par rapport à ma question. Bah oui, j'ai traduit ce que tu m'as dit et puis finalement, tu m'as fait retraduire de nouveau. Je n'ai pas trop compris à ce moment-là. » Et là, la psychologue va pouvoir se positionner à dire « Oui, c'est juste un outil, c'est la reformulation. » Ah d'accord, je comprends mieux. Et en fait, ça permet de dénouer vraiment toutes les difficultés qui peuvent par accumulation, générer pas des conflits, mais un petit, comment dire ça, qui peuvent générer des difficultés à l'avenir et justement une mauvaise relation entre le prestataire et l'ambassadeur d'intégration. Voilà ma petite contribution. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. C'est vrai que nous ici, en Wallonie, ça s'organise un peu différemment. C'est vrai que le service interprétariat, c'est un service à part entière et puis il y a différentes exils et donc l'interprète, comme on l'a vu un peu dans la vidéo, c'est la même chose, à un côté un peu isolé parce que c'est lui qui se déplace dans toutes les équipes et voilà, à sa propre structure qui n'est pas celle des psys. Donc c'est vrai que voilà, il faut soigner le lien et travailler ce côté fraternité collégiale du travail. Je vois une question très intéressante dans la boîte de dialogue ici. Sur la question du genre, qu'est-ce qui motive l'orientation vers un interprète ou une interprète? Oui, alors, bon, les situations peuvent être très variées, hein, mais on essaye dans l'analyse de la demande d'avoir un peu une idée quand c'est possible, hein, de la problématique. Parfois, ce n'est que dans les premiers entretiens qu'on peut voir plus clairement qu'est-ce qui est le plus adéquat, mais déjà, d'emblée, les cas peut-être les plus évidents, c'est dans les cas de violences sexuelles, où il y a des femmes victimes de violences sexuelles, on essaye qu'il y ait au moins une femme accueillant cette personne. C'est-à-dire, donc, et là, on doit parfois faire le calcul, est-ce qu'il y a une thérapeute femme et une interprète femme, ou est-ce que si jamais le seul thérapeute disponible est un homme, est-ce que l'interprète peut être une femme alors? Donc, on essaie de voir cela dans le cas où on considère que c'est pertinent. Parfois, les personnes le demandent clairement. Donc, il y a parfois des situations aussi où on se rend compte que pour des femmes originaires de certaines cultures, selon la disponibilité d'interprètes et de thérapeutes, on se rend compte qu'elles risqueraient d'être reçues par 2 hommes, donc les thérapeutes et un interprète homme. Et alors, on s'est dit, on va peut-être ajuster les choses si pour elles, ce ne serait pas facile, si ça peut risquer qu'elles ne se sentent pas
liberté de parole, enfin, selon son origine. Donc, on essaye d'ajuster, mais ce n'est pas toujours évident dès le départ. Et donc la situation dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, donc, de ce monsieur qui a refusé de travailler avec interprète, en fait, il avait été orienté vers nous. Et dans la demande, la personne qui l'orientait, donc c'était une travailleuse sociale, disait clairement, je pense qu'il ne parle pas assez, enfin que son français n'est pas assez bon pour un suivi. Et donc, je l'envoie chez vous parce que vous travaillez avec interprète. Et moi, enfin, j'avais eu du mal à parler directement avec le patient, et c'était une erreur de ma part. Et donc, il s'est présenté et l'interprète était déjà sur place. Et donc, je ne lui ai pas demandé au préalable s'il souhaitait un interprète, ou ne l'ai pas mis au courant du fait qu'il aurait un interprète présent. Et il a refusé catégoriquement de continuer avec l'interprète, même si son français, bon, c'est vrai que parfois il devait chercher ces mots. Donc, dans ce cas-là, je pense aussi que le fait que l'interprète ait été un homme, c'était particulièrement difficile pour ce monsieur-là, puisqu'il devait dire des choses qui étaient difficiles, je pense, à partager avec un autre homme de sa culture. Et donc, tout ça pour dire que parfois, on ne sait pas prévoir et qu'on doit ajuster. Et c'est quelque chose qu'on parle aussi avec les personnes. Donc, il arrive parfois qu'il y a des femmes qui sont accompagnées en consultation par leur mari, qui les accompagnent parce qu'ils doivent les conduire. Et puis, les maris se rendent compte dans la salle d'attente que l'interprète est un homme. Et alors, il y a une négociation aussi familiale. Enfin, on essaye que le choix revienne à la patiente, mais il arrive que cette conversation, que cette négociation se fasse déjà sur place. Hein, et on essaye de gérer là et de voir surtout qu'est-ce qui peut être plus adéquat pour les suivis, pour que la personne puisse parler librement par la suite, quoi.